Nous sommes lundi et il est 17h30 à Moscou. Ravi de vous retrouver. Je ah non, j'allais dire je suis le seul en cravate, mais si je suis le seul en cravate aujourd'hui, ben voilà. C'est pour vous faire honneur parce que c'est une tradition notariale, dit Pavel, C'est la et force de l'exemple. la force de l'exemple. Merci. Nous sommes donc avec toujours Arnaud à mes côtés, Igor qui se cache, je ne sais pas trop où il a mis un fond blanc, donc on ne sait pas où il est, et bien évidemment Pavel qui est toujours là. Alors aujourd'hui, il y a au moins des bonnes nouvelles, donc je vais laisser Arnaud le soin d'en parler, mais on a quelques bonnes nouvelles et peut-être commence-t-on par toi, Arnaud, aujourd'hui alors. Merci, Président. Bonne nouvelle, en tout cas, signal intéressant dans le domaine politique. Le maire de Moscou a annoncé ce matin la fin de la mobilisation partielle dans la capitale, avec effet immédiat, en tout cas depuis 14 heures aujourd'hui. En principe, on ne mobilise plus à Moscou et il a apporté une précision assez surprenante. C'est-à-dire que les convocations qui auraient été envoyées qui n'auraient pas été honorés, entre guillemets, ne sont plus valides. En d'autres termes, nul besoin de se rendre au commissariat militaire, au centre de recrutement, dans ce cas-là. Alors, c'est une décision qui fait beaucoup de bruit. La raison officielle, c'est que les quotas sont remplis, ou plus exactement, les objectifs sont atteints. C'est peut-être vrai. Euh, on sait tout de même que ces derniers jours, notamment à Moscou, avaient circulé des vidéos montrant euh, des recrutements ou des remises de convocations dans le métro, à la sortie du métro. Et ça avait suscité un certain émoi, pour ne pas dire un émoi certain. Et ça avait contribué à l'anxiété générale dans la société russe et notamment donc, dans la capitale. Donc c'est un signal important, un signal évidemment adressé aux personnes que ça concerne, mais également à la société russe dans son ensemble. Autre, alors ce n'est pas une annonce, ni une décision, plutôt des rumeurs sur des pressions, y compris judiciaires, qui seraient exercées depuis quelques jours à l'encontre de ces correspondants militaires qui sont des blogueurs, en fait, des blogueurs militaires très actifs sur Telegram et qui sont très influents, très importants parce que ils sont des sources d'informations généralement assez fiables, s'agissant des faits rapportés du côté russe des théâtres d'opération. Certaines personnes lisent ça à de possibles pressions venant du ministre de la Défense, du chef d'état-major général, qui ont fait l'objet de critiques très vives après tout d'abord la perte d'Izium et ensuite après la perte de Liman. À suivre, en tout cas, le ministère des télécommunications, enfin du numérique plus exactement, a nié l'existence de telles pressions et a nié l'introduction à venir de restrictions pour ces personnes-là. Enfin, troisième nouvelle, effectivement aussi encourageante, le recteur Mao, dont on avait parlé début juillet, qui est le recteur donc, de la grande école d'administration publique russe, personnage très influent, figure de proue de la mouvance libérale, en tout cas libérale systémique, eh bien, a vu les charges retenues contre lui levées la semaine dernière. Et aujourd'hui même, il est intervenu devant la Douma d'État, ce qui a vraiment valeur de réhabilitation pleine et totale, tant sur le plan médiatique que politique. Donc, c'est un signal intéressant. Crois-tu qu'il y ait un rapport entre l'ouverture du 20e congrès du PC chinois et l'intervention d'aujourd'hui de Mao devant la Douma? Bonne Prêtons son question de Pavel, merci beaucoup. Tu peux continuer, Arnaud. Merci, merci, Pavel, encore une fois. Sans toi, nos séances seraient ennuyeuses, nous en sommes tous conscients. Quelques mots d'économie. Un sondage du FTSIOM, qui est le grand institut parapublic de sondage, qui montre que la moitié des Russes n'ont pas d'économie et que les catégories les moins bien loties sont les 35-44 ans, dont on peut penser que ce sont les plus actives et dont pourrait penser que ce sont justement les catégories en cours de constitution de patrimoine. Eh bien non. Autre information, rumeur
bruit de couloir en provenance des États-Unis, où on évoque la possibilité de sanctions contre l'aluminium russe, contre Rusal, dont on sait qu'il avait déjà fait l'objet de sanctions sous Trump. Au printemps 2018, ça avait bouleversé le marché mondial de l'aluminium. À suivre, le cas échéant, ces sanctions seraient prises en raison des dernières opérations militaires russes contre la capitale ukrainienne. Les Chinois, en l'occurrence les constructeurs automobiles chinois, qui pourraient prendre la suite de l'usine de Nissan à son usine de Saint-Pétersbourg. En tout cas, ça fait partie des informations qui circulent aujourd'hui. Enfin, un chiffre pour terminer. Donc le baril d'Urals, qui est la catégorie de pétrole russe la plus répandue, dont le prix entre le 15 septembre et le 15 octobre s'établit en moyenne à $70. Voilà. On sait que le budget table sur une hypothèse de 60 plus. Donc on avait également évoqué la possibilité de plafonner le prix du pétrole. Les Américains cogitent beaucoup là-dessus. Madame Yellen avait parlé de 60. Donc aujourd'hui, le prix de vente du pétrole russe, c'est $70 le baril. Voilà, Président, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Au moins, tu nous as donné quelques bonnes nouvelles, Arnaud. Donc, c'est une bonne chose. Igor, j'espère que tu vas continuer dans la lignée de directeur du bien. Merci Manuel. Bon, je vais essayer, hein, mais alors j'ai quelques effectivement nouvelles du côté de la Biélorussie, du côté des États-Unis, puis on va reparler des céréales. Alors je vais commencer avec la Biélorussie, où Minsk et Moscou ont décidé de constituer ce qu'ils appellent un groupe régional de force il y a quelques jours, et qui a déjà commencé à prendre forme. Alors cette formation est présentée comme ayant une vocation défensive par les deux capitales. La Russie a déjà déployé dans le cadre de cette structure 9000 soldats, ainsi que des avions. Il y aurait même, selon le ministre biélorusse de la Défense, 170 tanks qui seraient déjà arrivés, ainsi qu'une centaine d'obusiers. Donc on voit un groupe de forces se constituer effectivement en Biélorussie. Une création nouvelle dans le cadre du partenariat de défense qu'entretiennent Russes et Biélorusses de longue date, mais qui évidemment vient être complétée par cette nouvelle structure. Du côté des relations entre l'Iran et la Russie, il y a également du nouveau, puisque après les drones, il semblerait que la nouvelle coopération militaire entre Russes et Iraniens porte désormais sur des missiles. En tout cas, selon Washington Post, c'est une piste tout à fait sérieuse, puisque citant deux sources sécuritaires américaines, le quotidien américain explique que Téhéran s'apprête à expédier en Russie un stock de missiles sol-sol courte et moyenne portée, de deux types, certains missiles ayant une portée jusqu'à 300 km et la seconde catégorie jusqu'à 700 km. On sait que l'Iran, depuis des années, s'est constitué un stock de missiles courte portée substantiel dans le cadre de ses relations très conflictuelles avec ses voisins, et que par conséquent, il y aurait en tout cas un stock disponible, une partie du stock disponible qui pourrait être expédiée vers la Russie. Les Iraniens, évidemment, démentent absolument toute intention en qualité d'exportation de missiles. Du côté de l'aide militaire, mais de l'autre bord, en quelque sorte, lors de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, un nouveau paquet d'aide militaire a été décidé par la Maison-Blanche. C'est le 23e en date. Il est évalué à une valeur de 725 millions de dollars, ce qui porte l'aide totale militaire américaine à l'Ukraine depuis janvier 2021 à 18,2 milliards de dollars. Alors, dans ce dernier paquet d'un peu moins de 800 millions de dollars, donc, il y a principalement, lorsqu'on regarde le contenu, des munitions, donc à la fois des munitions pour les fameux systèmes HIMARS, mais également des missiles anti-radar et surtout une dotation substantielle en missiles anti-chars. Enfin, en mines anti-chars, excusez-moi, qui doivent être projetés dans des missiles. Toujours aux États-Unis, on reparle d'Elon Musk. Ça fait quelque temps qu'il revient dans l'actualité, puisque la semaine dernière, il a expliqué qu'il serait contraint très prochainement de terminer les services satellitaires qu'il fournit à l'Ukraine avec sa constellation Starlink, puisque ça lui coûte de l'argent. Jusqu'à présent, il a déboursé, je dirais, sur ses propres fonds, 80 millions de dollars pour assurer la couverture satellite de l'Ukraine. Il estime que d'ici la fin de l'année, la note montera à 100 millions de dollars. Alors, il a demandé aux
au Pentagone de trouver une solution pour lui payer ses frais. On peut voir là un résultat direct probablement des critiques dont il était l'objet, notamment de la partie ukrainienne, qui s'est montrée particulièrement effarée par ces propositions faites sur Twitter, avec M. Melnik, dont on sait qu'il s'est fendu d'un juron à l'égard de monsieur Musk. Cela dit, un compromis semble avoir été trouvé, tout du moins temporairement, entre donc M. Musk et le Pentagone, puisque les services satellitaires vont être fournis pour les temps à venir, disons. Parallèlement, on relève également que le FBI a ouvert une enquête contre Elon Musk très récemment, qui porte sur les conditions liées au projet de rachat de Twitter. On sait que le milliardaire souhaite racheter notamment Twitter, et pourquoi pas ouvrir le compte de Donald Trump, qui jusqu'à aujourd'hui est fermé. Donc je vais terminer sur les céréales, puisqu'on a aujourd'hui un entretien entre Sergei Vershinin, vice-ministre des Affaires étrangères, et le secrétaire général adjoint de l'ONU, M. Griffiths, qui s'est rendu à Moscou pour discuter de la prolongation, en tout cas des modalités de prolongation de cet accord sur les céréales, donc qui avait été signé en juillet entre l'ONU et la Russie, puisqu'on parle de la partie ONU-Russie. Il y a un autre accord entre l'ONU et l'Ukraine sur la question des céréales ukrainiennes. Et on sait que la Turquie avait joué un rôle important à la fois pour faciliter cet accord, mais aussi un rôle technique pour ce qui est de la coordination ensuite des convois de céréales et de la sécurisation, en quelque sorte, de ces convois de céréales en mer Noire, afin qu'ils puissent ensuite franchir le détroit et aller trouver leurs clients en Méditerranée. Alors les Russes ne sont pas satisfaits, ils estiment qu'il n'y a pas le compte. En ce qui concerne leur accord, ça a déjà été dit il y a quelques jours qu'en état actuel des choses, la Russie ne compte pas prolonger cet accord qui arrive à échéance le 19 novembre prochain, puisque la contrepartie, si la Russie acceptait de jouer le jeu et de lever en fait le blocus sur les ports ukrainiens, c'était que les céréales, mais aussi les engrais russes, ne feraient l'objet de plus aucune restriction et pourraient être exportés sans aucune contrainte et sans risque de sanctions secondaires pour les clients. Or, la Russie estime à ce jour que ce n'est pas le cas, qu'il y a encore des contraintes sur ces exportations de céréales et d'engrais, et que par conséquent, il faut que tout le monde joue le jeu pour que cet accord soit prolongé. Donc, M. Vershinin a rencontré M. Griffiths, mais M. Griffiths a également rencontré le vice-ministre de la Défense, M. Fomin, puisque pour ce qui est de l'implémentation de cet accord, évidemment, cela passe par le canal militaire. C'était le cas déjà, on avait vu des rencontres entre M. Shoigu et son homologue turc peu avant la conclusion de l'accord en juillet sur les céréales. Donc la diplomatie, évidemment, mais il faut ensuite, pour la mise en œuvre, qu'il y ait le volet de la défense. Voilà, Président, pour les nouvelles du jour. Je ne sais pas si elles sont bonnes, mais on a connu plus mauvais. Merci beaucoup, Igor. Et notamment ta dernière partie sur les céréales est importante. On a quelques questions. On en a une première qui nous demande des précisions sur le départ de Danone de Russie. Alors, comme je sais que le directeur général de Danone en Russie nous écoute, je le salue. Et non, il n'y a pas de précision pour l'instant. Il faut attendre quelques jours, voire quelques semaines pour voir comment cela se passait, mais il n'y a pas d'autre précision que ce qu'il y avait dans le communiqué de presse. Ça va prendre du temps, comme toujours. C'est jamais des choses qui se font du jour au lendemain. Donc, pour l'instant, on trouve toujours nos yaourts Danone dans les supermarchés. On a une question qui te concerne, Igor, sur l'évacuation des civils de la région de Kherson. S'agit-il des deux rives du Dniepr? Bon, il faut savoir que donc, les autorités de Kherson ont demandé en fin de semaine dernière à ce qu'on évacue les civils, puisqu'on s'attendait, et ça a été vérifié ensuite, à une offensive ukrainienne sur les alentours de Kherson. Offensive qui manifestement a eu lieu, mais qui, jusqu'à présent, en tout cas, n'a pas été couronnée de succès. Et donc, dans ce contexte-là, les autorités de Kherson ont demandé à évacuer les civils. Bon, la ville étant plutôt quand même très largement bâtie sur la rive occidentale, cette rive-là, dans mon avis, dont il est question en premier, puisque c'est elle qui fait l'objet, en tout cas, des ambitions ukrainiennes de reconquête. Mais je n'ai pas plus de précision que cela. Il ne s'agit pas d'une évacuation massive, obligatoire. Disons qu'il y a eu une sorte de couac en termes de communication entre M. Saldo, donc, qui est le dirigeant de la région de Kherson installé par les Russes. Il a
fait une déclaration qui a été perçue justement comme le prélude à une évacuation massive. C'était démenti par la suite. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'évacuation organisée par les autorités russes. Simplement, il y a des demandes d'évacuer éventuellement des enfants, quelques civils, mais ça a été effectivement interprété, y compris en Ukraine, comme le signe que la Russie anticipait une défaite, une nouvelle débâcle, et donc cherchait à mettre à l'abri les habitants de la région. Pour l'instant, on n'en est pas là. Autre question politique. Moscou aurait demandé aux ambassadeurs des pays alliés, Chine, Serbie, Kazakhstan, etc., de quitter Kiev. Je ne sais pas si c'est vrai déjà, mais cela annonce-t-il une contre-attaque encore plus forte dans la région? Je ne suis pas sûr qu'on ait les réponses, mais... Alors, je ne sais pas si Moscou a demandé ou a fait passer des messages. En tout cas, le fait est que la Chine a demandé à ses ressortissants de quitter le territoire ukrainien. Étonnant qu'elle ne l'ait pas fait avant. Et la Serbie a annoncé hier la fermeture de son ambassade pour des raisons de sécurité. Voilà. Et autre question politique, que comprendre de l'intervention du président tadjik la semaine dernière sur la manière dont la Russie traite ses voisins et quelles sont les conséquences? Igor? On sait qu'il y a eu une sortie assez inhabituelle et franche du président tadjik à l'égard de... Je pourrais rappeler ce qu'il a dit brièvement. Alors, j'ai pas la formulation exacte, je serais incapable de la restituer, mais je crois qu'effectivement, comme c'est précisé dans la question, ça rentrait en lien sur la façon dont la Russie traite avec ses alliés ou tout du moins ses proches partenaires et que manifestement, il n'y a pas vraiment de relation de réciprocité ou tout du moins de pied d'égalité, on va dire, même relativement. Je pense que ça, c'est une réaction par rapport évidemment aux événements récents qui se sont passés entre Tadjikistan et Kirghizistan. Il y a aussi une frustration probablement par rapport au contenu de la relation de défense. Peut-être que les Tadjiks attendaient plus de cette relation de défense qu'ils ont avec la Russie, puisque la Russie a des installations militaires au Tadjikistan, qu'il y a des gardes frontières russes qui s'occupent notamment de la frontière avec l'Afghanistan. On sait que les Tadjiks redoutent particulièrement la présence des talibans au pouvoir désormais à Kaboul, qu'ils étaient peut-être frustrés par ce qu'ils interprétaient comme une frilosité de la réponse de la Russie. Ils auraient aimé quelque chose de plus musclé, probablement. Et la Russie, forcément, qui n'a pas répondu, en tout cas pas de manière aussi musclée, puisqu'elle est dans une logique d'établir des liens avec les talibans et de les maintenir et de faire fructifier ces liens pour peser sur les équilibres régionaux. Donc moi, je vois là une accumulation de frustration en réalité depuis au moins 12-18 mois qui ressort désormais, et qui ressort plus facilement du fait du contexte ukrainien que la Russie est accaparée par l'Ukraine, en fait. Et on nous dit, j'ai lu en tout cas que dans le conflit Kyrgyzstan-Tadjikistan, la Russie serait plus du côté du Tadjikistan. Est-ce vrai? Quand on voit en face le Kyrgyzstan qui cherche, je crois qu'on en parlait la semaine dernière ou dans une des séances précédentes, à diversifier ses relations extérieures et notamment à ce qu'on appelle les mondes turciques, et donc à travers les mondes turciques avec principalement la Turquie, on peut imaginer que le Kyrgyzstan a probablement estimé qu'il n'y avait pas le compte non plus. Mais on voit que finalement, que ce soit le Kyrgyzstan ou le Tadjikistan, les deux estiment que le compte n'y est pas et que la Russie aurait dû, de manière plus affirmée, prendre parti pour eux. Et c'est un peu les limites de la politique de la Russie, de chercher à être le primus inter pares, de jouer un petit peu celui qui va trancher in fine sans trop s'impliquer, c'est que ça génère des frustrations. Et comme on a pu le voir dans le Karabakh il y a 2 ans, où là, pour le coup, on l'a dit, hein, elle est intervenue in fine pour sauver un cessez-le-feu et sauver M. Pachinian d'une débâcle militaire absolue. Mais elle essaie de rester en réalité en retrait, elle ne veut pas se mouiller beaucoup plus et au risque de perdre définitivement prise sur l'un pour l'autre. Entraîne une question suivante. Nous avons entendu dans la presse qu'il y a un projet de gazoduc vers le Pakistan. Qu'en est-il? Cela peut-il se réaliser? Alors, il y a en fait au moins 3 projets. Il y a un projet, effectivement, le projet TAPI, qui Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Inde. On en parle depuis au moins 1997. À l'époque, c'était Madame Albright qui poussait qui poussait ce projet. Et aujourd'hui, de façon assez étonnante, il pourrait être soutenu par la Russie de façon plus ouverte. Et ce qui pourrait expliquer en partie ce à quoi faisait référence Igor, c'est-à-dire une politique russe à l'égard des talibans, chère au cœur de Pavel, plutôt ouverte.
Donc la Russie pourrait avoir intérêt à ce que ce tube voit le jour et pourquoi pas acheminer des volumes de gaz russe, non plus seulement du gaz turkmène, mais du gaz en provenance de Russie dans un contexte où les exportations vers l'Europe se tarissent. Ça, c'est le premier projet. Et avant que Pavel m'interrompe, je vais parler des autres, sauf si tu veux. Je voulais en profiter pour saluer mon ami taliban qui s'appelle Bernard Tapie. Deux autres projets. Il y a un projet interne au Pakistan qui concerne directement la Russie. Un projet entre Karachi et Lahore, me semble-t-il. Donc là, un contrat a été signé, mais il s'agit d'un projet de tube, d'infrastructure, mais qui ne concerne pas des approvisionnements en provenance d'ex-URSS. Et puis, il y a une autre idée, je ne sais pas si c'est vraiment un projet, qui viendrait d'Iran, avec une section sous-marine qui aboutirait au Pakistan, qui, pourquoi pas, un jour pourrait lui aussi acheminer du gaz russe vers le sous-continent indien. Donc il y a trois projets. L'un, le tube intra-pakistanais, il a été d'abord bloqué par des sanctions américaines contre Gazprom, puis contre Rostec. Aujourd'hui, c'est une autre société qui est en charge. Et puis, il faut dire également que le changement de gouvernement au Pakistan a été plutôt défavorable à la Russie. Le projet de tube en provenance du Turkménistan, je pense, a des chances d'aboutir, en tout cas plus qu'il y a quelques années. Quant à la participation réelle et concrète de Gazprom ou de l'État russe, c'est à suivre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de politique d'entrave de la part de Moscou, au contraire. Intéressant. On a un auditeur qui nous a posé deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, c'est parle-t-on en Russie de la journaliste dissidente Marina Ovsiannikova qui aurait quitté la Russie avec sa fille? Est-ce que quelqu'un... Oui, en tout cas, on a appris aujourd'hui qu'elle avait quitté la Russie, qu'elle avait enfreint son assignation à résidence et qu'elle aurait quitté le territoire russe. C'est ça la nouvelle du jour, en fait. Est-ce qu'on en parle beaucoup? Pas forcément, parce que c'est sorti il y a 1 heure ou 2, je crois. Ça a été le baromètre d'ailleurs pendant un certain temps de la volonté du régime de réprimer vraiment fortement les voix qui s'élevaient contre l'intervention armée. Et ma foi, Ovsiannikova a quand même bénéficié d'un régime plutôt favorable. En tout cas, elle n'a pas eu le sort qu'a connu quelqu'un comme Navalny dans les années précédentes. Seconde question de ce même auditeur. Pensez-vous qu'il soit plus simple de trouver de l'essence en Ukraine ou en France? C'est évidemment une boutade, ce qui vient de préciser, mais Pavel va y répondre. Disons que Total Énergie Russie n'a pas des syndicats aussi vent debout contre le principe de distribution de dividendes aux actionnaires. Je rappelle que Total Énergie Russie ne vend pas d'essence en Russie. Une précision, nous dit-on, sur le passage des frontières dont on parlait en fait la fois dernière. Il n'est effectivement quasiment plus possible d'entrer au sein de l'Union européenne via la Finlande pour les Russes. Mais il est possible de sortir de l'Union européenne via la Finlande. Le site des gardes frontières finlandais est clair avec la preuve qu'on quitte la Finlande. Dans un laps de temps raisonnable, on ne peut en théorie pas refuser d'embarquer un vol pour Helsinki. Voilà, donc autrement dit, vous pouvez passer, si vous envolez dans les heures qui suivent d'Helsinki, on doit vous laisser rentrer. Alors, quelle réaction du président russe, autorité, quant à l'incident de Belgorod, 2 hommes ouvrant le feu sur des mobilisés durant l'entraînement, et qui serait le commanditaire selon vous? Alors, il faut rappeler les faits. C'était samedi, je crois. Donc, on a appris qu'une quinzaine, si je me trompe, de mobilisés ou de volontaires avaient trouvé la mort sur un centre d'entraînement de Belgorod, qui avait une vingtaine de blessés. On a appris par la suite qu'il s'agissait de 2 Tadjiks qui
qui s'étaient portés volontaires et donc qui avaient intégré ce cycle d'entraînement dans le cadre de la mobilisation, qui avaient tiré donc sur les autres. Alors ça a suscité beaucoup d'émotions, beaucoup d'embarras aussi. Beaucoup d'embarras parce que, évidemment, le bilan est très lourd, et puis parce que ça met en lumière les zones d'ombre ou les zones un peu litigieuses de cette mobilisation, hein, en l'occurrence la participation de citoyens non russes. Alors, ça nous ramène aussi au précédent sujet, hein, les relations avec le Tadjikistan, même s'il n'y a pas évidemment de lien direct, mais ça participe de cet embarras et ce malaise entre la Russie, je pense, et le Tadjikistan. Alors, il n'y a pas eu de réaction au plus haut niveau de l'État. Il y a eu des réactions au niveau régional. Le gouverneur Gladkov de Belgorod, qui est très sollicité en ce moment, qui a expliqué ce qui s'était passé. Les fameux blogueurs dont je parlais en début de séance qui se sont émus justement de l'organisation de ces séances d'entraînement. Bon. Est-ce qu'il y a un commanditaire? Ce n'est pas sûr. Alors, il y a plusieurs hypothèses, hein. La question pourrait faire croire que c'est un attentat organisé de l'extérieur. On ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé concrètement sur place. L'hypothèse d'un attentat commandité, soit par les Ukrainiens, soit par des islamistes, écoutez, on peut être sûr de rien. Ça ne paraît pas le plus probable, en tout cas, à ce stade. C'est un incident ou un événement plutôt dramatique, effectivement. On nous a posé une question sur notre hotline. Alors, un mot sur nos hotmail. Il y a eu quelques difficultés la semaine dernière pour nous envoyer des questions. Certains de nos auditeurs nous disaient que les questions leur revenaient et que les mails n'aboutissaient pas, mais maintenant on a réglé le problème, donc tout va bien. Et donc, on a une question sur nos hotline aujourd'hui. Je ne suis pas sûr de bien la saisir. On nous dit les chambres de commerce étrangères en Russie traitent généralement des problèmes et des questions concernant les investissements étrangers directs. Qu'en est-il des investisseurs de portefeuille étrangers en Russie? Quels sont leurs problèmes et peuvent-ils gérer leurs avoirs en Russie? Peut-être pourrions-nous leur consacrer une séance. Alors, ce que je voudrais que vous précisiez, c'est qu'appelez-vous un investisseur de portefeuille étranger? Est-ce que c'est un Russe qui détient un portefeuille à l'étranger ou alors est-ce que ce sont des étrangers qui détiennent aussi, enfin ça peut être des Russes ou des étrangers qui détiennent un portefeuille étranger aussi, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt difficile. Et on pourra éventuellement consacrer une séance, mais à partir du moment où on nous le demande, pour l'instant, on n'a pas vraiment eu de questions jusqu'à présent sur ce thème. Alors, on nous dit que, pour revenir sur Marina Ovsiannikova, elle serait partie à partir du 6 octobre et elle s'exprime sur Vanity Fair. Vous pouvez aller sur Vanity Fair, le site vanityfair.fr pour voir son interview. On nous précise aussi pour les passeports russes pour passer à l'étranger, on dit que quoi qu'il arrive, si nous ne sommes pas russes, on pourra toujours passer avec un passeport français sur n'importe quelle frontière aérienne ou terrestre. Donc, en tout cas, pour les Russes, c'est plus compliqué, mais pour les Français, ça reste toujours facile de sortir de Russie. Et on n'a plus de questions. Israël. Il y a une question sur Israël, je crois. Ah, j'ai pas vu la question sur Israël. Elle est au-dessus de la dernière intervention. Ah, mais oui, excusez-moi, oui, j'avais pas vu. Israël pourrait-il livrer des armes à l'Ukraine et quelles seraient les conséquences de cette action? J'avais pas vu, excusez-moi. Non, mais c'est pour ça que je te l'ai. Alors, bon, il faut déjà rappeler qu'il y a un contexte. Ça fait des mois que les Ukrainiens demandent à Israël des équipements militaires, notamment des drones, mais pas seulement, que les Israéliens s'y refusent. C'est un premier élément. Deuxième élément, dans le cadre de ce qui a changé, à savoir les livraisons de matériel militaire iranien, les Ukrainiens ont demandé aux Israéliens qu'ils leur livrent le renseignement dont ils disposent sur la nature de ces livraisons iraniennes, tout ce qu'ils savent finalement sur ce matériel. On croit comprendre, on croit savoir que les Israéliens, visiblement, partageraient certaines choses avec les Ukrainiens, du moins tout ce qui est accessible dans la presse, il semblerait que ça soit le cas.
Là, la question fait référence à une sortie récente du ministre de l'Intégration et de la LIA qui, effectivement, a appelé ouvertement à livrer des armes à l'Ukraine. Alors, il faut savoir que le ministre, enfin, c'est la ministre pour le coup, de l'intégration et de la LIA, pour la première fois dans l'histoire récente d'Israël, à ma connaissance, n'est pas une ressortissante de l'espace post-soviétique, c'est pas une Ukrainienne, c'est pas une Russe, en tout cas, c'est pas une russophone. C'est une juive d'Éthiopie, une juive africaine, minorité une minorité qui est en Israël et qui a été promue récemment donc, à ce poste. D'une part, et d'autre part, il y a un contexte électoral en Israël, puisqu'il y a des élections législatives le 1er novembre. Vous savez qu'en Israël, le gouvernement de coalition qui a été formé au printemps dernier n'a pas tenu longtemps, donc, entre avec monsieur notamment Yair Lapid et M. Bennett, qui devaient se partager le gouvernement. Donc on peut tout à fait imaginer que cette déclaration, dans ce contexte-là, ait aussi une vocation quand même électoraliste. Quand on sait qu'il y a plus d'1 million de russophones en Israël, il y a notamment massivement des Ukrainiens, d'origine d'Ukraine, disons, installés depuis des années, parfois des décennies en Israël. Donc évidemment qu'il y a un impact sur la communauté russophone du pays. Bon, maintenant, il y a une réalité à côté de ce contexte est une première réalité. L'autre réalité, c'est que dans le nouveau contexte de cette livraison, à la fois de drones, d'ailleurs plusieurs types de drones iraniens et probablement peut-être, vu ce que j'ai dit, de missiles, évidemment que les Israéliens sont inquiets de cette coopération militaire qui a franchi un seuil qualitatif entre les Russes et les Iraniens. Ils s'en inquiètent parce que ça rééquilibre un petit peu la relation entre Téhéran et Moscou, plutôt en faveur des Iraniens, et qu'évidemment, ce n'est pas forcément quelque chose qui est bien vu par les Israéliens, parce que les Iraniens souhaitent acheter du matériel militaire à la Russie, mais pas n'importe lequel. Ils veulent des S-400, on le sait depuis longtemps, ils veulent des Sukhoi 35. En tout cas, ils veulent acheter des choses que jusqu'à présent, les Russes ont refusé de leur vendre, on faisait comprendre que ce n'était pas d'actualité. Et on doute aussi des capacités financières de Téhéran de pouvoir acheter de tel matériel. Là, évidemment, ça change la donne, parce qu'il y a des drones, il y a des missiles qui arrivent, il pourrait y avoir une contrepartie. Alors, dans ce cadre-là, on peut imaginer que ces déclarations israéliennes peuvent aussi être interprétées comme un avertissement à l'égard des Russes. Si jamais vous vendez du matériel aux Iraniens, nous, à ce moment-là, on considérera qu'on est libéré de notre accord tacite qui prévaut depuis des années entre Russes et Iraniens sur le Moyen-Orient, tout du moins, et l'espace post-soviétique, au moins depuis la guerre de 2008 en Géorgie. C'est-à-dire qu'on va vendre à peu près ce qu'on veut, à qui on veut, dans l'espace post-soviétique, et notamment à l'Ukraine. Donc, on peut l'interpréter aussi comme ça. Mais je pense que le contexte électoral pèse lourd dans cette déclaration. Intéressant. La Russie propose à la Turquie la création d'un hub gazier. A-t-on des précisions? Oui, on en a parlé la semaine dernière. Bon, l'idée, c'est, après les explosions ayant frappé les deux Nord Stream, de continuer à livrer du gaz à l'ouest, en passant non plus par l'Allemagne, mais par un autre grand pays de transit, en l'occurrence la Turquie. Alors, après que cette proposition a été formulée par Poutine, il y a eu des discussions plus techniques. Donc, on en est là. La volonté russe, encore une fois, c'est de sonder le terrain pour voir si une partie du flux passant par l'Europe du Nord ne pourrait pas passer par l'Europe du Sud. Mais ça pose de nombreuses questions, la principale étant de la demande européenne. Est-ce que l'Europe est dans l'optique d'acheter du gaz russe? Ceci dit, on peut dire aussi qu'une fois que le gaz passe par la Turquie, c'est du gaz turc. Je pense que c'est un petit peu le but de la manœuvre aussi. En toute hypothèse, la construction d'infrastructures prendrait du temps. Donc, ce n'est pas une solution opérationnelle dans les semaines ni même les mois qui viennent. Un commentaire sur les Russes arrêtés en Norvège, vrais espions, touristes imprudents. Ça, je ne sais pas si on a vraiment la réponse à cela, mais non, on n'a pas de réponse à cela. Parfois, les deux concepts se confondent. Se chevauchent. Alors après, on a une question, je ne sais pas si c'est un étudiant ou le père d'un étudiant, mais jusqu'à ce jour, il n'y a aucun problème au quotidien dans la rue. Ça, c'est vrai. On parle de la Russie, mais à l'avenir, père d'une étudiante, voilà. Mais à l'avenir, si la guerre devait perdurer, voire s'aggraver, existe-t-il un risque pour un étudiant français de poursuivre ses études à Moscou? Alors, je ne peux pas vous dire qu'il n'existerait aucun risque.
À la date d'aujourd'hui, non, il n'y a pas de risque. Si les choses perdurent, si on accuse la France de co-belligérance, est-ce que cela pourrait se retourner contre les Français? Je n'en sais rien. Mais on vous a vivement déconseillé qu'elle reste, me dites-vous. Aujourd'hui, je ne vous dirais pas ça. Voilà. De ce point de vue-là, la Russie n'est pas l'Iran. Comme on dit en Norvège, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oui, mais c'est pas la Norvège là dont on parle, hein. Donc non, franchement, Dieu, aujourd'hui, je vous dirais pas. Non, mais je te rejoins, Emmanuel, hein. Moi, j'ai pas le sentiment que les étudiants français ou européens soient l'objet de qu'il y a un risque sécuritaire. Enfin, je veux dire, on en a rencontré, on en rencontre encore moins qu'avant, évidemment, mais ils nous relatent pas, en tout cas, de problèmes de sécurité ou quoi que ce soit d'autre, hein. Ce qui est vrai, par contre, c'est que les universités françaises et les autorités françaises en général n'encouragent pas le maintien de coopérations universitaires. Elles les ont même suspendues. Et donc, cette présence aujourd'hui assez anecdotique et résiduelle, à mon avis, n'est pas encouragée, n'est pas bien vue par les autorités françaises, donc, ou par les universités. Donc peut-être que le déconseiller vient de là, mais d'un point de vue, encore une fois, strictement sécuritaire, rien n'a changé pour les Français à Moscou ou en Russie depuis le 24 février. Mais il y a, je ne sais pas combien d'étudiants français, mais il y en a encore beaucoup. Et on en a un qui est arrivé le 1er septembre, que je viens de voir, c'est pour ça que je pense à lui. Il est arrivé pour 2 ans et il est au MGIMO. Donc, une fois encore, il n'y a pas de problème de sécurité à Moscou et c'est une ville de 20 millions d'habitants, donc c'est quand même une très grande ville. Et je pense qu'il est toujours plus dangereux d'être russe à Paris ou en France que d'être français en Russie. Voilà. Vous dire, est-ce que ça peut pas s'aggraver? Sincèrement, je peux pas répondre à cette question. Aujourd'hui, je peux pas vous dire que effectivement, elle doit partir. Et sur ce, nous n'avons plus de questions.